En Afrique, les albinos sont traités par une frange de la population comme des génies ou descendants de génies, d'êtres dotés de pouvoirs maléfiques ou bénéfiques. C'est pourquoi certaines personnes les pourchassent pour leurs organes, pour des sacrifices ou des rituels. Chez certains peuples, il est même interdit d'enterrer un albinos de peur de provoquer la sécheresse. D'autres aussi pensent qu'ils sont le fruit d'une liaison maudite entre un homme et une femme, ce qui ne facilite pas leur intégration dans la société. Au début, l'insertion est très difficile, mais à force de taquiner d'autres personnes et puis bon, se faire voir un peu par d'autres personnes, bon, on finit par adhérer à l'association et puis bon, ça va. Souvent, je me sens un peu complexée, mais ça va, ça passe. Mes camarades me motivent, elles me donnent des conseils de ne pas me sentir gênée. Pourtant, selon les spécialistes, l'albinisme est une anomalie congénitale et héréditaire due à l'absence d'un pigment, la mélanine. C'est une substance qui colore de façon naturelle la peau chez le sujet noir, qui colore cette peau en noir. Et c'est cette absence de mélanine qui fait qu'on parle d'albinisme. Pour mettre fin à la stigmatisation des albinos, l'Organisation des Nations Unies a décrété le 13 juin de chaque année Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Aujourd'hui, nous célébrons la première édition de cette journée. Nous constatons trois situations aussi graves. Il y a la stigmatisation, il y a le rejet et puis en plus de cela, il y a les problèmes d'acuité visuelle. Pour prévenir les complications qui découlent de cette maladie, il est recommandé aux albinos de consulter un dermatologue et un ophtalmologue et aussi des sorties couvertes. Éviter de sortir au soleil sans se couvrir. Des crèmes qui, avant de sortir sous le soleil, l'albinos doit s'appliquer les mains, le visage, les zones qui seront exposées au soleil. Comme nous sommes dans une zone tropicale en Afrique, cette absence de mélanine, à la longue, la conséquence la plus grave, c'est l'apparition de cancers cutanés. Pour la plupart des démunis et donc pas de moyens de s'assurer les soins médicaux, l'ONG Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, Bédassi, plaide pour leur prise en charge médicale afin de leur permettre de profiter de la vie. Car selon les statistiques, 50% des personnes vivant avec l'albinisme meurent avant l'âge de 50 ans. Dans 4 mois, va sortir de terre, sur cet espace de 3 hectares, dans la commune de Sassandra, un centre de formation multifonctionnel alliant activités sportives, culturelles et économiques. Cette infrastructure est le fruit du partenariat entre le Comité national olympique, la Fondation Olympe Africa et le Conseil régional du Gbokle. Je voudrais rassurer les parents pour dire que ce complexe est le vôtre. On va travailler ensemble. Ce centre va accueillir prioritairement les enfants des familles défavorisées. Les pensionnaires du centre recevront les enseignements classiques des lycées et collèges, sans compter les activités agropastorales, culturelles et artisanales qui permettront au centre de s'autofinancer. Le général Lansana Palanfo s'est félicité de ce que Sassandra reçoive cette infrastructure qui va sans nul doute permettre l'éclosion de jeunes talents. Ce projet à caractère social, éducatif et sportif sera source de dynamisme supplémentaire pour la région du Gbokle. Mieux, par la création de ce centre, deuxième du genre dans notre pays, le premier ayant été réalisé à Soubé, vous venez d'inscrire votre région dans le vaste plateau des centres Olympe Africa, soit exactement 43 centres. Ces centres sont des programmes de développement social par le sport en faveur des populations défavorisées. Le secrétaire général de préfecture a félicité et encouragé le président du conseil régional à poursuivre ces actions qui vont sûrement rattraper le long retard qu'accuse la région du Gbokle sur le développement. Dans la région du Tchologo, la non-scolarisation de nombreux enfants constitue un frein au développement de cette partie du pays. Pour faire face à ce phénomène, le maire de la commune de Fekese-Degou, Alain Blidia, a initié la fête des écoles primaires publiques. Cette initiative de la mairie vise à récompenser les meilleurs élèves du primaire afin d'exhorter les parents à mettre leurs enfants à l'école.
constatons que de plus en plus on envoie les filles et les parents même ont constaté qu'elles brillent très bien en classe. 2 enfants Peul qui ont eu aussi de très bonnes moyennes. Or en général les Peul gardent les enfants à l'école, que ce soit les garçons comme les filles, on les maintient derrière les troupeaux. Alors ça aussi c'est un message très fort. Pour cette deuxième édition de la fête des écoles à Fekese-Dougou, 200 enfants du primaire ont été récompensés, notamment les premiers de chaque classe. Cela à la grande satisfaction des enfants. Nous voudrons vous être reconnaissants. Célébrer les enfants chaque année doit être un devoir pour tous les parents, car les enfants en ont droit. S'il n'existait pas de cérémonie de cette envergure en l'honneur des enfants de Fekese-Dougou, il aurait fallu l'accueillir. Les 32 établissements que compte l'inspection primaire de la commune ont également bénéficié de jeux de maillot pour les compétitions sportives. L'excision est l'ablation totale ou partielle du clitoris ou des petites lèvres de la petite fille. Une pratique qui avait cours jusqu'à un passé récent à Kanawolo, village de la sous-préfecture de Niakaramadou. Aujourd'hui, l'excision est abandonnée dans cette localité pour le bonheur des petites filles. Elle a fait beaucoup, mais elle ne peut pas les compter, elle ne connaît pas le nom. Je suis contente parce qu'on ne fait plus l'excision dans mon village. La forêt sacrée, autrefois théâtre de cette pratique, est en partie détruite pour faire place à une école primaire de 3 classes destinée à l'instruction des petites filles de ce village. Pour la rentrée prochaine, Kanawolo a quitté l'obscurité pour accéder à la lumière, passage utile. Chacun dans sa petite famille essaierait de faire une sensibilisation aussi pour que tout ça s'arrête. Ça fait plus de 10 ans, aujourd'hui nous sommes heureux, notre combat a abouti. Les cadres qui ambitionnent de bâtir un village moderne et modèle ont par l'entremise de leur association réalisé plusieurs infrastructures communautaires de base. Âpre a été la lutte et ce n'était pas gagné d'avance, la tradition ayant la peau dure. Je suis un grand rêveur, donc j'ai toujours les yeux portés vers le futur et là j'ai représenté cette jeune fille avec le long cou parce qu'elle a une vue en fait au-dessus de la norme, elle voit plus loin que tout le monde. Avoir une vue au-dessus de la norme pour être plus performant, c'est la devise de Brice Esso. Et pour sa première exposition en Côte d'Ivoire, après 4 années passées aux États-Unis, Brice veut partager avec le public ivoirien sa vision de la peinture. Il ne se fiche pas sur un certain style précis, il a différents styles qui font sortir différentes facettes de sa personnalité, que franchement j'apprécie beaucoup chez un artiste. J'ai été frappée par la simplicité des cadres qui étaient utilisés, c'est à la fois simple et profond. Moi je l'ai suivi aux États-Unis, je suis allé, j'ai vu. Il alliait les études et en même temps la peinture. Chacun a sa vocation, il faut le laisser suivre sa voie. C'est avec la photographie que Brice a fait ses premiers pas dans l'art. Aujourd'hui, c'est dans la peinture qu'il vit sa passion artistique et tout a commencé par ces 2 tableaux. Ma deuxième peinture à l'aquarelle, la peinture à eau. Elle est beaucoup expressive parce qu'elle est inspirée d'une de mes photos qui m'a valu un certain prix en fait, à l'extérieur. Et cette deuxième-là est le début de cette série d'illustrations qui est là. Je l'ai faite en novembre et c'est un peu ça en fait. J'ai utilisé que des points et des lignes, c'est ce qui a inspiré toutes ces illustrations parce que c'est en ce moment-là que j'ai eu l'amour pour le détail en fait, dans les dessins. Après des études en finance, Brice entame l'aventure artistique. Pendant 1 mois, les férus de l'art pictural pourront apprécier ses œuvres à la galerie du Miroir de l'âme. Comme il est de coutume, à chaque célébration de la Sainte-Jeanne d'Arc, l'association Sainte-Jeanne d'Arc de la paroisse cathédrale Sacré-Cœur de Grand Bassam a organisé une procession à travers les principales artères de la commune.
La procession est partie du quartier Irmater Rouge pour s'achever au quartier France en passant par le centre-ville et l'église catholique Sacré-Cœur. La présidente de l'association Sainte-Jeanne d'Arc situe l'intérêt de cette fête pour la paroisse Sacré-Cœur. La France était en guerre contre l'Angleterre. Donc c'est elle que Dieu a choisi. Depuis l'âge de 13 ans, elle avait les révélations. Et à 17 ans, elle s'est retrouvée un jour en allant garder les troupeaux de son papa. Elle s'est retrouvée un jour sur un cheval blanc, en armure de guerre, avec son épée et son étendard, pour délivrer la France des mains des envahisseurs anglais. L'église de Grand Bassam, qui est créée depuis 1895, a vu les premiers missionnaires ici en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam. Donc Jeanne d'Arc a été la première association chrétienne catholique. Après la procession de la veille, les fidèles chrétiens se sont retrouvés à la paroisse Sacré-Cœur pour une messe en mémoire de cette brave fille qui a libéré la France de l'occupation anglaise. Elle a été brave, elle a combattu pour défendre la France. Donc il nous faut aussi en tant que chrétiens combattre pour défendre le peuple chrétien contre tout mal. Cette messe qui a enregistré la présence du premier magistrat de la commune, Georges-Philippe Ezalé, a été l'occasion pour les fidèles d'implorer Dieu afin qu'il leur pardonne leurs péchés et aussi qu'il installe une paix durable en Côte d'Ivoire. Le Maroc veut relancer l'agriculture de ses terroirs. Cette fromagerie du nord du pays fait partie des 21 membres du label Appellation d'origine protégée. Créé par le gouvernement en 2008, il vise à améliorer la qualité des produits locaux. Une demande croissante pour Zined Erati, gérante de la fromagerie. Il y a le problème de la qualité. Les Marocains commencent aujourd'hui à demander des produits qui ont une autorisation sanitaire et labellisée. C'est une nouvelle culture au Maroc. Les gens commencent maintenant à faire la différence. Un succès donc, la fromagerie devrait bientôt doubler le nombre de ses fermes. Moi, je ne viens ici que pour le fromage de chèvre, car il est bio, et en plus, je connais cette fromagerie. Son travail est propre. L'agriculture est un enjeu de taille au Maroc. Elle représente 20% du PIB et emploie 40% des actifs. Pour améliorer la qualité, les autorités comptent sur les petits producteurs. On a l'huile d'olive, on a les dattes, on a les nèfles, on a la clémentine de Berkane. Nous avons beaucoup de produits, je vous ai dit, on a 200 produits. Le Maroc a une richesse très importante. C'est pour cela que dans le cadre du plan Maroc vert, nous avons donné toute la priorité et nous avons une feuille de route pour la stratégie de développement de la commercialisation des produits terroirs. D'après une première étude menée sur 100 coopératives, leur chiffre d'affaires a bondi de 800 000 € à près de 30 millions d'euros en 6 ans. Mais ici, 1 kilo de fromage coûte entre 10 et 15 €, un prix élevé alors que beaucoup de Marocains n'arrivent pas à boucler leur fin de mois.